Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 20 janvier 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On va commencer tout simplement par, pour moi, ce qui est une bonne nouvelle. Les géants de la finance, BlackRock et Fidelity, détiennent chacun plus de 1 milliard de dollars en BTC dans leurs ETF. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Tout simplement, à chaque fois que les personnes achètent un ETF, ils sont obligés tout simplement d'acheter du BTC. Donc la capitalisation boursière de la crypto va tout simplement vraiment augmenter et ce sera très bon pour le bull run. La mauvaise nouvelle, selon moi, c'est que à partir de maintenant, déjà ça l'était, mais là c'est complètement centralisé et ils vont pouvoir manipuler. S'ils font des ventes massives ou autres, ils peuvent faire descendre ou monter le prix du BTC comme ils veulent. Pour moi, c'est très bon pour on va dire, le bull run, mais je suis pas sûr qu'à long terme, ça soit très bon pour le BTC. Malgré un cours BTC plutôt morose qui subit une pression baissière du fait des ventes massives de BTC de l'ETF Bitcoin Grayscale. Alors je pense que vous savez qu'actuellement le marché y tombe un peu, tout simplement parce que Grayscale détiennent des ETF Bitcoin, mais les frais sont très élevés. Du coup, les gens ont déjà fait des plus-values sur ces ETF, donc ils en profitent, ils vendent ces ETF, et en même temps, comme les frais sont très chers par rapport aux ETF qui sont actuels, comme BlackRock et Fidelity, eh bien, ils les vendent, et il y a plus de ventes que pour l'instant d'achats. Ce qui fait que bien sûr ça va s'inverser très bientôt et là ça devient intéressant, on va pouvoir remonter, voilà, mais en tout cas en attendant c'est ce qui fait dumper tout simplement le marché. Et aussi il y a des gens qui ne savent pas, mais il y a aussi les mineurs qui vendent aussi leur BTC. Voilà, donc là on peut voir actuellement le marché, le BTC il est à 41 600, le XRP descend, mais c'est vraiment, ça reste solide au niveau du support 0,55. Voilà, le Stellar à 0,11. On va juste aller voir H-bar 0,07. Voilà. Donc maintenant on va passer un petit peu à l'actualité. Eh bien, on va commencer par tout simplement le XRP. Donc intemporel et non pertinent, Ripple conteste la demande de la SEC pour les finances. Parce que si vous vous souvenez, la SEC avait décidé d'encore d'embêter Ripple en demandant des rapports financiers sur 2022, 2023, et là ils viennent de se prendre un bon revers de médaille. On va regarder ça. Les avocats représentant Ripple Labs ont fait valoir que la demande de la SEC d'examiner des documents financiers supplémentaires n'était pas valide. Ils ont fait valoir que le délai était écoulé et que le matériel n'était pas pertinent pour le prochain procès en avril. Prends ça dans les dents. Dans un tribunal dépôt le 19 janvier, l'équipe juridique de Ripple a affirmé que la SEC avait changé sa position sur la collecte d'informations supplémentaires pendant la phase de découverte qui oblige chaque partie à partager les documents pertinents avec l'autre dans le cadre de la procédure judiciaire. Cependant, la date limite de la demande de matériel pendant la phase de découverte des faits s'est terminée en août 2021. Ripple a soutenu que la SEC avait ample opportunité pour exiger le matériel qu'elle jugeait nécessaire. En fait, les parties ont déjà plaidé pour savoir si la découverte après la plainte était appropriée, et au cours de ce différend, pour la SEC n'a jamais soutenu que la découverte après la plainte était pertinente pour les recours, mais a plutôt estimé que le comportement après la plainte n'était absolument pas pertinent pour l'affaire. Donc ils l'ont dans le baba, ça continue, voilà. Autre nouvelle pour la SEC, tout simplement. Les cryptos paralysés par la SEC aux USA, ça fait un moment que Ripple Labs, la société XRP, envisage de rentrer en bourse. Si la crypto n'a toujours pas lancé la cotation de ses actions depuis tout le temps, c'est à cause tout simplement du procès avec la SEC. Et là on voit que Brad, le CEO, envisage même désormais de s'orienter vers une juridiction étrangère pour lancer cette entrée en bourse.
Alors personnellement, je n'y crois pas, mais c'est pour aussi mettre la pression aux Américains, au gouvernement américain. Je pense, mais je pense que ça sera lancé tout simplement. Personnellement, je pense que eh bien, ça va se régler à un moment donné. Effectivement, pour l'instant, on ne peut pas avoir d'entrée en bourse tant qu'il n'y a pas une clarté totale sur ce procès qui n'est pas terminé. Voilà. Alors, de toute façon, ils le disent. L'introduction en bourse n'est pas une priorité à court terme. Vous savez, aux États-Unis, essayez d'entrer en bourse avec un régulateur très hostile qui doit approuver votre forme S. C'est un formulaire de titre financier. Cela ne semble pas très amusant. Coinbase a notoirement fait approuver son S1 et maintenant la SEC le poursuit pour avoir fait des choses qui étaient décrites dans leur formulaire. Je pense que c'est une bonne indication de la raison pour laquelle nous ne voulons pas nous soumettre au bon vouloir d'une SEC qui est ouvertement hostile à cette industrie. À mon avis, Gary Gensler va dégager et je pense qu'à un moment donné, il y aura tout simplement un règlement. Et c'est à partir de là que je pense que ça sera vraiment parabolique parce qu'on peut avoir les ETF qui arrivent et en même temps tout simplement eh bien l'entrée en bourse, vous cumulez les deux, et là je pense que le prix du XRP peut vraiment exploser. Voilà. En tout cas, en attendant, tant que ce procès n'est pas terminé, on ne verra pas d'actions en bourse. Je vous rappelle qu'il y en a actuellement, en tout cas hier, il y en avait encore de disponibles sur Linto. Voilà, toujours au niveau tout simplement de Ripple. Alors juste là, c'est assez intéressant, c'est la Banque de France. J'ai regardé, j'ai un petit peu fouillé. Juste, ils font actuellement un appel à expérimentation sur les DLT pour tout simplement les CBDC, les règlements, voilà, les travaux exploratoires de l'eurosystème se concentrant sur le règlement de transactions financières réalisées sur DLT et libellées en euros. Les cas d'usage couverts pourront inclure les règlements, livraison d'actifs financiers, les échanges de devises, ainsi que les paiements en monnaie de banque centrale. Et là, on va juste regarder les dates. On peut voir la première vague, ça sera en phase d'exécution en mai 2024 pour une période de 6 mois. Et la deuxième vague de juillet pour 4 mois en novembre 2024. Ce qui veut dire que, en fait, actuellement, alors il y a des entreprises qui peuvent, des compagnies qui peuvent tout simplement postuler pour être en pilote. Et pourquoi je dis pilote? Tout simplement parce que maintenant, eh bien, la Banque de France, c'est-à-dire en fait la France rentre actuellement en phase pilote des CBDC. Voilà, et on va justement essayer de regarder sur le tracker. Voilà, et sur le tracker, vous pouvez voir que ça a évolué. On voit, je vais essayer de trouver, voilà, attendez. Pas facile, enfin on le voit ici, France, voilà, France. D'ailleurs vous avez le projet Jura, le projet Mariana, et actuellement ils sont en phase de pilote. Voilà, là ils sont en phase de pilote, donc ça évolue, ça va très vite, et on peut donc voir que si la base, tout simplement, la date butoir, on voit, c'est logiquement novembre 2024, ça veut dire qu'en 2025, ça risque d'être tout simplement lancé. Voilà pour le XRP. Une dernière petite nouvelle pour le XRP qui peut être intéressant. Elle date de 2021, mais ils ont trouvé dans les documents la Banque de France, le XRP pourrait être la plateforme d'interface pour l'euro numérique. La Banque centrale française a ouvertement discuté de Ripple XRP comme plateforme possible pour la monnaie numérique centrale de l'Europe. Document de 2021. La reconnaissance de la Banque centrale souligne l'implication de Ripple et le rôle important de XRP dans l'élaboration du paysage de notre nouveau système financier. Et là, c'est écrit en anglais, mais on peut voir tout simplement la Banque de France a ouvertement discuté de Ripple XRP comme une possible plateforme pour les monnaies digitales
de l'Europe. Voilà, les CBDC de l'Europe. Voilà, donc ça c'est un document qui date de 2021. Eh bien écoutez, en tout cas j'ai fini pour le XRP. On va passer maintenant à une autre nouvelle. Personnellement, je ne suis pas investi dessus, mais je tenais quand même à vous présenter la nouvelle. Je ne suis pas investi parce que je ne peux pas être partout, mais pour moi c'est un super projet. VeChain et lancera son smart contract wallet pour connecter des millions de personnes pour l'adoption en masse de la blockchain. A prévu de lancer des portefeuilles de contrats intelligents pour une plus grande connectivité. Les portefeuilles amplifieront ses offres de chaîne d'approvisionnement et ses solutions d'entreprise à tous les niveaux. Je rappelle que VeChain, c'est vraiment l'interopérabilité. C'est un peu comme le petit frère de Kant. Donc c'est vraiment une crypto-monnaie qui est très très importante dans l'évolution des blockchains et de la communication qu'ils ont entre eux. Un acteur de premier plan dans l'espace blockchain se prépare à l'introduction de portefeuilles de contrats intelligents, un développement destiné à connecter des milliards de personnes et d'entreprises dans le monde entier. Cette décision souligne non seulement l'engagement de VeChain en faveur d'un progrès technologique, mais renforce également son leadership dans le domaine de la blockchain. Et donc ils ont inventé tout simplement ce qu'on appelle un AA, c'est-à-dire d'introduire un Account Abstraction. Ce développement ouvrira la voie à l'utilisation de portefeuilles de contrats intelligents, ouvrant des possibilités passionnantes pour les développeurs et les utilisateurs, notamment le potentiel d'adoption généralisée. Et ça, c'est ce qu'on aime entendre, généralisé. Voilà. Alors je ne suis pas sur VeChain, mais je pense que c'est vraiment une crypto qui est vraiment au top personnellement. Une autre nouvelle sur un token que je vous avais présenté sur l'agro-tech, c'est Dimitra, pour moi qui a un fort potentiel parce que là je pense qu'il est réellement sous-évalué et pour moi je vise carrément un x50 sur ce projet pour le prochain bullrun. Dimitra collabore avec Ethiopia Limu Inarik Coffee. C'est une coopérative tout simplement de café pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et créer un paysage plus compétitif dans la région. Dimitra a un système d'entreprise leader basé sur la blockchain pour AgTech qui favorise une agriculture productive, intelligente et inclusive, travaille en étroite collaboration avec Limu Inara, une union basée en Éthiopie comprenant environ 51 000 agriculteurs sur un nouveau projet pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et transformer les pratiques agricoles dans la région. Voilà, je ne vais pas lire tout l'article, mais je vous invite à voir ma vidéo sur Dimitra et vous comprendrez un petit peu tout simplement. En résumé, grâce à cette collaboration, les producteurs de café éthiopiens affiliés à Limu Inara auront accès à la technologie de pointe de Dimitra, permettant aux agriculteurs de moderniser, de numériser divers processus agricoles. En particulier, ils déploieront la plateforme de café connecté de Dimitra et le modèle de conformité de déforestation. Voilà, et ça leur permettra aussi d'avoir des indicateurs sur tout simplement plein de choses chaque jour sur leurs graines de café. Voilà, donc très très bonne nouvelle, ça continue à se développer. On va passer maintenant à une autre nouvelle qui est sur Aesthetics. Pour moi, Aesthetics, c'est vraiment une bombe. Pareil, ce projet, je ne sais pas si vous avez investi dessus, j'ai investi dessus et je pense que je vais avoir un coefficient multiplicateur quand ça va être listé qui va vraiment être très intéressant. Donc on va lire un petit peu la dernière nouvelle sur Aesthetics. Voilà, bonjour la famille Aesthetics, gardez vos chapeaux car l'excitation est sur le point d'atteindre un tout autre niveau. Préparez-vous à une série d'annonces à couper le souffle au cours des prochaines semaines. Attachez votre ceinture car nous sommes sur le point de publier une nouvelle spectaculaire qui corresponde parfaitement à notre modèle commercial et à notre optique. Commençons par la révélation d'aujourd'hui. Pour un tournant décisif, nous avons pris une décision stratégique en faisant passer notre teneur de marché au très estimé groupe G20. Alors attention, ne confondez pas G20 avec le G20. Pourquoi est-ce une grosse affaire? Eh bien, l'équipe du G20 se distingue par des décennies d'expérience dans la finance centralisée et décentralisée, cultivée au sein de certaines plus grandes institutions mondiales comme UBS, Goldman Sachs, la Deutsche Bank et le Crédit Suisse.
Leur expertise couvre le trading d'options sur plusieurs actifs, la stratégie d'investissement mondial et la gestion des risques avec un accent particulier sur les marchés émergents. Accrochez-vous à vos sièges car voici le truc. G20 est un gestionnaire d'actifs agréé réglementé à Zurich. Le cadre réglementaire suisse est reconnu dans le monde entier et une licence est un gage de qualité. En fait, ça leur permet tout simplement aussi d'avoir des licences et de pouvoir opérer partout. Un petit peu comme fait Ripple avec certaines de sociétés qu'ils ont acquéries comme Metaco, etc. Ça leur permet en fait d'avoir des licences et de pouvoir travailler dans le monde entier. Voilà, c'est un peu la même stratégie. Mais ce n'est pas tout, le G20 étend sa présence en mettant l'accent sur le respect des réglementations en Asie et aux États-Unis, fort de leur vaste expérience dans les domaines du trading pour compte propre, des actifs numériques, de la technologie, de la finance quantitative. Ils prennent les rênes en tant que teneurs de marché, garantissant des échanges fluides sur les bourses, y compris la liquidité. Cela signifie que le G20 sera à la barre soutenant les mouvements du jeton ESX et fortifiant nos fondations. Ils apportent un soutien considérable couvrant la tenue de marché, la gestion, la liquidité, le conseil et la protection anti-snipe. Voilà, on va juste aller voir par curiosité. Vous voyez, c'est ça le G20, le partenaire. G20 est un actif depuis 2010 en tant que asset manager. Basée en Suisse, notre équipe de professionnels apporte des décennies d'expérience dans la création de marchés, les produits dérivés et le trading propriétaire. Nous mettons l'accent sur une approche quantitative axée sur la technologie pour les marchés multi-actifs. Et on peut voir qu'ils ont carrément une conformité réglementaire en Asie et aux États-Unis en 2022. Et je pense que c'est ce qui intéresse tout simplement Aesthetics. Voilà. Bah écoutez, c'est une super nouvelle. On attend maintenant le listing tout simplement de Aesthetics. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé pour juste, oui aussi, je suis assez, pour moi, optimiste pour la semaine prochaine et pour les semaines à venir parce que je pense que tout simplement, Grayscale, les bitcoins vont être vendus et à un moment donné, les achats des ETF de BlackRock, Fidelity, etc. vont être supérieurs à la vente. Je pense que là, ça va commencer à se calmer et du coup, eh bien, je pense que ça va remonter. Et aussi, hier, on était vendredi et le SP500 a fait son plus haut time high, c'est-à-dire son plus haut historique hier. Et ça, c'est bon signe. Il y a toujours un petit retard sur les cryptos, mais pour moi, c'est un signe que je pense que ça va redémarrer aussi à la hausse. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini et comme d'habitude, on va faire tout simplement la petite minute complotiste, hein, qui va durer d'ailleurs un petit peu plus qu'une minute. Alors, accrochez vos ceintures. Actuellement, nous sommes, il y a le Forum économique mondial, comme vous le savez, il y a le réchauffement climatique, l'empreinte carbone, etc. Et on va juste regarder ce petit article. Les véhicules à air comprimé est un véhicule par un moteur à air comprimé. Ça date de 1800. Il y avait les trains à l'époque qui avaient tout simplement dans les années 1870 qui ont inventé tout simplement ce système en associant l'air comprimé et l'eau surchauffée sous pression et le rendit tout à fait opérationnel en vue d'équiper des réseaux de tramway. Il faut savoir qu'ils étaient équipés tout simplement de tout ce qui est air comprimé, pareil pour les réseaux d'Île-de-France comme le chemin de fer Nogentais, Tramway de Sèvres, etc., compagnie Tramway de Saint-Maur-des-Fosses, etc. Tous étaient à air comprimé. Ensuite, ça a commencé à se développer encore plus. Donc, il y avait aussi un projet de métro aérien à New York qui était à air comprimé. On a eu aussi pour tout ce qui est dans les mines, etc., comme il fallait que ça soit non pollué. Donc, ils ont choisi ce système tout simplement à air comprimé. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez d'autres constructeurs dans le monde entier ont produit en grande quantité des machines similaires pour les mines et les usines d'industrie qui ne tolèrent ni fumée ni poussière. Donc vous voyez ce que je veux dire, les trucs de particules fines, etc., il n'y en a pas du tout dans les airs comprimés. Voilà. Et tout ça, ça a fonctionné jusqu'aux années 1950. Et là, on ne sait pas pourquoi. On voit, ces machines ont servi jusqu'aux années 1950 avant d'être dépassées par le développeur de moteurs à gaz peu polluants.
Alors on passe de pas du tout polluant à peu polluant et d'accumulateurs électriques. Alors pourquoi ils ont changé? Pourquoi ils sont passés à ça? Enfin, bonne question. On peut se poser la question alors que le truc coûte rien et surtout eh bien, ne pollue pas du tout. Et là on passe maintenant à des moteurs à gaz peu polluants et des accumulateurs électriques. Je pense que vous avez déjà la réponse, j'ai pas besoin de la dire pour pas me faire scratcher la vidéo, mais on va continuer. Et justement pour parler de ça, je ne sais pas si on va juste regarder une petite vidéo qui va pas durer longtemps. Bien au contraire, ni essence, ni gaz, ni électricité. En fait, c'est de l'air comprimé qui la propulse. Son autonomie 200 km en cycle urbain. Sa vitesse maxi 110 km/h. Pour la recharger, il suffit de l'alimenter sur des bornes à air comprimé ou bien de charger en électricité son compresseur. Cette idée simple mais révolutionnaire semblait plutôt méprisée par les grands constructeurs jusqu'à présent. Mais aujourd'hui le vent tourne, l'inventeur c'est cet homme, Guy Nègre, ancien ingénieur en aéronautique puis en Formule 1. Il a signé un contrat avec le constructeur indien Tata pour que sa voiture puisse y être fabriquée d'ici 1 an. Et dans son usine de carrosses près de Nice, il s'apprête à lancer lui-même ce modèle, la One Cat, un véhicule de 5 places dont 3 à l'avant. Voilà, je ne vais pas continuer, je vous laisserai les liens de la vidéo, mais en gros, cette personne a tout simplement, eh bien, avait proposé à la France, tout simplement, de pouvoir eh bien, mettre en place ce système qui ne coûtait rien. Je crois que ça coûtait moins d'1 € la recharge. Et surtout c'était pas polluant du tout et ça a été refusé en Inde. Ils ont pris, en fait, ils ont fait un partenariat et bien sûr ça n'a pas fonctionné, je crois d'ailleurs après on peut voir juste une chose, ça c'était ça date de il y a 5 ans, donc c'était en 2019. Voilà, et on peut voir la mort du DG de Tata, c'est-à-dire l'inventeur qui est Guillaume Nègre. Pour mémoire, au nom de Tata est associé le mot Tata Mobile, la voiture à air comprimé qui n'a pas réussi à percer en France, pays d'origine de son inventeur, Michel Nègre, car évidemment, un véhicule qui circule à l'air est une idée interdite par les lobbies. Un véhicule dont le coût d'utilisation au quotidien serait de moins 1 € au 100 km. Une injure au bon sens, donc idée étouffée dans l'œuf, mais qui a trouvé crédit en Inde, où malgré aussi des difficultés importantes, on attendait ces jours la commercialisation d'un véhicule fonctionnant à l'air comprimé. Ça date de 2014. Voilà. Seul problème, cette personne, tout simplement, en fait, s'est suicidée. Elle a sauté du 20e étage. Voilà. Donc voilà pourquoi le projet a été tout simplement ensuite mis aux oubliettes, tout simplement. On peut remarquer qu'aux États-Unis il y a beaucoup de brevets qui sont mis, et si vous regardez le pourcentage de personnes qui ont mis des brevets qui sont morts en se sautant par la fenêtre ou en ayant un arrêt cardiaque, vous verrez qu'il y en a vraiment une proportion qui est un petit peu bizarre. Et dernière chose, ici on va voir tout simplement cette personne qui s'appelle Stanley Meyer, et lui avait tout simplement fait des recherches tout simplement sur eh bien, le moteur à eau voilà. Donc il a en 1985 ce natif de l'Ohio se pencha sur le mouvement perpétuel. Son idée était de produire de l'électricité à partir de l'eau, s'inspirant des travaux d'Alexandre Tchernovsky. Ça existait déjà, c'est l'électrolyse que l'on voit au collège, mais l'électrolyse ne produit pas assez d'énergie. L'idée de Meyer était d'employer un courant alternatif de forte tension pour exciter les molécules d'eau. Ainsi, l'hydrogène se séparait plus facilement. Bon, là, c'est des systèmes tout simplement biochimiques. Afin de prouver ses dires, il acquit une buggy qui convertit à l'eau. Meyer comptait participer à une course australienne en 1990. Une équipe de TV de l'UO s'intéressa à ses travaux. L'inventeur leur montra sa buggy et déclara qu'avec un bac de 80 litres, il pouvait accomplir un New York-Los Angeles. C'est là que les ennuis commencèrent. Tchernovsky, donc ça c'était l'inventeur qui a fait les travaux au départ, mourut mystérieusement. Meyer monta une entreprise, la Water Fuel Cell Company. Il profita de sa petite notoriété pour animer des conférences. L'industrie pétrolière lui proposa 1 milliard de dollars pour ses brevets afin de les enterrer. Meyer refusa une offre des forces navales britanniques qui ne voulaient pas l'utilisation militaire pour la pile à combustible. Et je ne vais pas lire tout l'article, mais en résumé,
ensuite, il a été condamné pour escroquerie, bien sûr, ils l'ont attaqué. Et en 1997, il a reçu 2 journalistes. Meyer leur annonça que sa voiture était au point. Ils avaient reçu des offres de constructeurs pour la commercialiser. Écoutez bien, il avait reçu des offres de constructeurs pour la commercialiser. De plus, il disposait d'un budget de 50 millions de dollars pour construire un centre de recherche à Grove City. En 1998, juste après, lors d'un banal dîner en famille dans un restaurant, Meyer fut pris de convulsions. Il sortit, cria qu'on l'a empoisonné, puis il s'effondra. Pour ses frères présents ce jour-là, on a voulu assassiner l'inventeur. L'autopsie conclut à une rupture d'anévrisme. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini pour la petite minute complotiste. Je pense que vous avez compris quel était mon message. Et bien je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très bientôt. Ciao.